Mon père, Charles, s'est figé. Nous étions à l'aéroport, juste à côté du tapis roulant à bagages. Il s'est arrêté net, la main à mi-chemin de sa valise. Un homme en costume bleu marine se tenait devant lui, tendant une épaisse enveloppe blanche. Mon nom, Victoria Hay, était imprimé sur le devant. Mon frère, Ryan, était à côté de lui. Son visage est devenu pâle. Il fixait le sol, faisant semblant que ça n'arrivait pas, mais c'était le cas. C'était la conséquence. C'était ce qu'ils avaient construit, et ça avait commencé il y a 4 jours. J'étais dans la salle à manger de ma mère. Il riait. Ryan m'a regardé droit dans les yeux, avec un sourire large et cruel. « Tu ne fais pas partie de la famille, a-t-il dit. Ne te montre pas. » Ma mère a couvert son sourire avec une serviette. Mon père a ri, un son fort et aigu qui m'a frappé plus fort que les mots de Ryan. Ils ont tous ri pendant que j'enfilais tranquillement mon manteau et sortais. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Maintenant, à l'aéroport, ils ne riaient pas. Tout ce qu'ils pensaient si fort s'effondrait, et ça s'effondrait exactement comme ils avaient construit le mien. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où dans le monde vous regardez. Ce dimanche était censé signifier quelque chose. C'était l'idée de ma mère, Margaret. Elle appelait ça dîner en famille. Elle utilisait ce mot famille, comme si c'était une sorte de colle spéciale qui pouvait réparer les choses brisées simplement en le disant suffisamment de fois. Je voulais la croire. Je le voulais vraiment. J'ai passé tout l'après-midi à préparer. J'ai fait mes lasagnes maison. C'est le seul plat que mon père, Charles, a toujours dit qu'il adorait. J'ai superposé les nouilles, la riche sauce à la viande, la ricotta et la mozzarella avec soin, comme si je construisais quelque chose d'important. J'ai badigeonné du beurre à l'ail sur une longue baguette de pain français. Je suis même allé au magasin de vin et j'ai acheté une bouteille de Merlot, une bonne, celle que je ne pouvais pas vraiment me permettre. J'ai tenu la bouteille lourde dans ma main, en pensant, ça vaut le coup. C'est un investissement dans la paix. Il ne s'agissait jamais de la nourriture. C'était mon offrande de paix. C'était ma façon de revenir dans cette maison et de leur montrer que j'essayais toujours. C'était ma preuve que je me souciais encore suffisamment pour me présenter même après toutes les petites coupures, les anniversaires oubliés, les appels qui allaient directement à la messagerie vocale. J'ai conduit jusqu'à leur maison, la même maison où j'ai grandi. La lumière du porche était allumée, projetant une lueur jaune. Je pouvais les entendre rire à l'intérieur avant même de sonner. C'était un son fort et joyeux. Mon frère, Ryan, racontait probablement une histoire. J'ai senti un petit nœud se serrer dans mon estomac. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ramassé le lourd plat de lasagne et j'ai sonné. Le rire s'est arrêté net. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. J'ai entendu des pas. Ma mère a ouvert la porte. Son sourire était éclatant, mais il n'atteignait pas ses yeux. C'était son sourire d'hôtesse, celui qu'elle utilisait pour les voisins ou les gens du travail de mon père qu'elle n'aimait pas vraiment. « Victoria, tu es venue » a-t-elle dit. Sa voix était trop aiguë. « Salut, maman. » J'ai apporté les lasagnes, ai-je dit, en tenant le lourd plat. Oh, charmant, elle a reculé, mais elle n'a pas proposé de me le prendre des mains. Je l'ai dépassé et je suis entré dans la salle à manger. Mon père était en bout de table et lisait quelque chose sur son téléphone. Il a levé les yeux. « Victoria » a-t-il dit, un simple signe de tête. Puis ses yeux sont revenus directement à son écran. Ryan était déjà assis, appuyé contre sa chaise avec une bière à la main. Il m'a regardé, puis les lasagnes. Il n'a pas dit bonjour. Il avait juste l'air agacé, comme si mon arrivée était une interruption. « Où dois-je mettre ça, maman » ai-je demandé. « Oh, juste sur le comptoir, ma chérie. On est presque prêt. » J'ai porté le plat chaud et lourd dans la cuisine et je l'ai posé sur un dessous de plat. J'ai mis le pain à l'ail au four pour le réchauffer. Je suis resté là un instant, seul dans la cuisine, à les écouter recommencer à parler dans l'autre pièce. Leur voix était plus douce maintenant. Je suis revenu dans la salle à manger. Ils avaient déjà mis la table. 4 couverts, maman, papa, Ryan et une place vide. Mais la place vide n'était à côté de personne. Elle était à l'extrémité, repoussée comme une pensée après coup. J'ai tiré la chaise et je me suis assise.
Le dîner a commencé comme une représentation pour laquelle je n'avais pas reçu le scénario. Maman a apporté une salade. Ryan a commencé à se vanter. Il parlait de son entreprise, une petite start-up technologique qui était toujours sur le point de percer. Il était bruyant, confiant, et il regardait droit papa tout le temps. Et puis j'ai dit au gars, si tu veux ma plateforme, tu paies mon prix. Et il l'a fait, papa, il a cédé. Juste comme ça, s'est vanté Ryan. Mon père a ri, un son fier et retentissant. Bravo, Ryan. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne jamais montrer de faiblesse. C'est juste génial, Charles, n'est-ce pas, a dit maman, en passant le saladier à papa, qu'il a passé à Ryan. Ils m'ont ignoré. J'ai regardé le saladier bouger autour de moi. J'ai dû attendre que Ryan le pose avant de pouvoir tendre la main à travers la table pour l'atteindre. Personne n'a remarqué. Je savais que l'entreprise de Ryan n'était pas géniale. Je le savais parce que je l'avais renfloué discrètement 3 fois. Je lui avais transféré de l'argent de mes propres économies, de l'argent pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires, de l'argent qu'il avait promis de rembourser et qu'il n'a jamais fait. La première fois, c'était pour couvrir la paie. La deuxième, un problème de fournisseur. La troisième était une opportunité à ne pas manquer qui a juste manqué. Je l'ai écouté s'attribuer le mérite de mes sacrifices, et j'ai juste mangé ma salade. Que pouvais-je dire? Si je parlais, je serais celle qui déclencherait une dispute. Je serais celle qui gâcherait le dîner de famille. J'ai apporté les lasagnes. J'ai servi tout le monde. Papa a pris une grosse part. Aussi bonne que toujours, Victoria, a-t-il marmonné, la bouche pleine. C'est la dernière chose qu'il m'a dite de toute la soirée. Puis la conversation a changé. Alors, la réunion, a dit ma mère, sa voix à nouveau brillante. J'ai parlé à votre tante Kate. Elle réserve le lodge au bord du lac. Le même endroit qu'il y a 5 ans. Mon Dieu, cet endroit. Ryan a ri. Tu te souviens quand on a pris le bateau et que j'ai failli le planter dans le quai? Je me souviens, a dit papa, en souriant. Ta mère a failli avoir une crise cardiaque. Mais tu as géré. Tu le fais toujours. Ils ont parlé de la prochaine réunion de famille. Ils ont parlé des dates. Les 2 dernières semaines de juillet sont les meilleures, a dit papa. Non, Charles. C'est quand Ryan a sa conférence, a renchéri maman. Il faut qu'on le fasse la première semaine d'août. J'ai déjà dit à Kate. Le 1er août, alors. C'est fait, a dit Ryan. Ils ont parlé des noms d'hôtels. Ils ont parlé des cousins qui venaient. Ils ont parlé de l'organisation d'un barbecue. Ils ont parlé autour de moi. Ils ont parlé à travers moi. C'était comme si j'étais un fantôme à table, un fantôme qui avait apporté de très bonnes lasagnes. Je suis restée assise là, serrant mon verre de vin. Mon cœur battait à un rythme lent et lourd. Il n'oubliait pas seulement de m'inclure. C'était de l'entraînement. Il construisait activement et soigneusement un mur autour de moi pendant que j'étais assise là. Chaque mot était une brique de plus. J'ai attendu une pause. J'ai attendu que l'un d'eux se tourne vers moi et dise « Victoria, tu pourras avoir le temps libre à ce moment-là, n'est-ce pas ?» Ou même « Victoria, tu seras là, n'est-ce pas ?» La pause n'est jamais venue. La conversation a simplement évolué vers la voiture de Ryan. Je retenais mon souffle, attendant une invitation à ma propre vie. J'ai réalisé qu'elle n'allait pas venir. Il n'allait pas l'offrir. Je devrais demander. Je devrais supplier pour une place qui aurait dû être la mienne par défaut. Mes mains étaient stables. J'ai affiché un petit sourire poli. J'ai regardé ma mère. J'ai parlé calmement, ma voix parfaitement égale. Dites-moi juste quand aura lieu la réunion, ai-je dit. Je réserverai mon hôtel tôt cette fois avant que le bloc ne soit complet. La pièce s'est figée. Ce n'était pas un silence confortable. C'était un silence fort, terrible, hurlant. La fourchette de ma mère a raclé contre son assiette. C'était le seul bruit dans la pièce. Ryan n'a pas levé les yeux de sa nourriture. Il a juste continué à mâcher, avec un petit sourire satisfait sur son visage. Mon père s'est éclairci la gorge. Il a regardé le plafond. Il a bu une longue gorgée de son eau. Puis il s'est tourné vers Ryan. Alors, cette voiture, a-t-il dit, sa voix joyeuse et fausse. Tu vas prendre la bleue ou la noire?
Il a changé de sujet. Il a changé de sujet comme si je n'avais pas parlé, comme si je n'étais pas là, comme si je n'étais rien. Et je suis restée assise là à regarder mon assiette. Les lasagnes sur lesquelles j'avais passé des heures avaient soudain l'air dégoûtantes. Le vin dans mon verre avait un goût aigre. C'est là que j'ai réalisé. Tout ce dîner, cette offrande de paix, n'avait rien à voir avec la paix. La paix qui dépend de votre silence n'est pas la paix. Ce n'est pas la famille. C'est la reddition. Et je me rendais toute ma vie. Je m'étais rendue de plus en plus petite, de plus en plus silencieuse juste pour être autorisée à être dans la pièce avec eux. Et j'étais toujours trop grande. Je suis restée dans ce silence pendant un long moment. J'ai regardé mon père et Ryan parler de voitures. Ils ont discuté de la taille des moteurs et des intérieurs en cuir. Ma mère a renchéri, oh, la noire, Ryan. Elle est tellement plus élégante. Ils construisaient une nouvelle conversation confortable juste au-dessus du trou que j'avais fait. Ils faisaient semblant que je n'avais jamais posé la question. J'ai attendu. Je n'ai pas gigoté. Je n'ai pas détourné le regard. Je les ai juste regardés. Je les ai regardés accomplir cet incroyable acte d'effacement. Ils prouvaient ma plus grande peur. Je n'étais pas invisible pour eux. Ils me voyaient. Ils ne voulaient tout simplement pas de moi. Me voir et délibérément m'ignorer était le but. C'était ainsi qu'ils détenaient leur pouvoir. Finalement, Ryan a semblé s'ennuyer de m'ignorer. Le traitement silencieux était trop subtil pour lui. Il voulait un coup fatal. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase sur la puissance. Il a posé sa fourchette. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, et finalement m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient froids, et il souriait narquoisement. Il attendait ça. Ma question n'était pas une interruption. C'était son signal. Tu ne fais pas partie de la famille, a-t-il dit. Sa voix était désinvolte, comme s'il me disait que c'était mardi. Ne te montre pas. Voilà. La simple, directe, flèche à pointe empoisonnée que j'évitais toute ma vie. Et cette fois, elle a frappé en plein cœur. Je n'ai pas halté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti tout l'air quitter mon corps. C'était un coup physique. Et puis la pire partie est arrivée, le rire. Ça a commencé avec Ryan. Il a lâché un court bas, comme s'il venait de raconter la blague la plus intelligente du monde. Puis mon père, Charles, s'est joint à lui. Il a laissé échapper un rire fort et aigu. Ce n'était pas un petit rire étouffé. C'était un aboiement profond et authentique d'amusement. Il a claqué sa main sur la table de la salle à manger. Les couverts ont sauté. Bien joué, Ryan, a-t-il rugi. J'ai regardé ma mère. Elle pressait une serviette contre ses lèvres. Ses épaules tremblaient. Elle essayait de ne pas sourire, mais elle échouait. Ses yeux brillaient de rire. Ils riaient tous. Ils riaient de moi, de l'idée que moi, Victoria, je pense appartenir à leur réunion de famille. Même maintenant, des mois plus tard, je me souviens de ce sont plus que des mots. Les mots de Ryan étaient la flèche, mais leur rire était le poison. Il s'est répandu dans mes veines, froid et rapide. Il a brûlé chaque dernier morceau d'espoir que j'avais apporté avec moi dans ce plat de lasagne. J'ai posé mon verre de vin. Ma main était parfaitement stable. J'ai plié ma serviette en tissu et je l'ai placée à côté de mon assiette. L'assiette était encore à moitié pleine. Le rire de Ryan s'est calmé. Il a vu mon visage. Il a vu l'immobilité froide. Il a dû réaliser que c'était différent. Je ne me défendais pas. Je ne pleurais pas. J'en avais juste fini. La panique a clignoté dans ses yeux pendant une seconde seulement. Pas de la culpabilité, de la panique. La panique de quelqu'un qui a poussé trop loin et qui pourrait perdre son jouet. Allez, Victoria, a-t-il dit, son ton changeant. Il a essayé de paraître enjoué, comme s'il était le grand frère qui taquine sa petite sœur. Tu ne peux pas prendre une blague. Je l'ai regardé. J'ai soutenu son regard. Tu le pensais, ai-je dit. Ma voix était douce. C'était calme. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Toute la table s'est à nouveau tue. Le faux sourire enjoué de Ryan s'est estompé. Il ne l'a pas nié. Il m'a juste regardé fixement, son expression se durcissant. Il avait été interpellé sur son mensonge, et il n'a pas aimé ça.
Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Mon père a froncé les sourcils, agacé que le plaisir soit terminé. Eh bien, a dit papa, sa voix pleine de gravier. Pas besoin d'être aussi sensible, Victoria. Ryan plaisantait. Non, ai-je dit, regardant toujours Ryan. Il ne plaisantait pas. Je me suis levé. Ma chaise a raclé doucement sur le plancher de bois franc. Victoria, ne fais pas de scène, a dit ma mère. Sa voix était aiguë. Inquiète, pas inquiète pour moi, inquiète pour le dîner. Je ne l'ai pas regardé. Je suis sorti de la salle à manger et je suis allé dans le couloir. J'ai pris mon manteau dans le placard. Je l'ai enfilé. Je pouvais sentir leurs yeux sur mon dos. Ils étaient figés, me regardant. Ils s'attendaient à ce que j'absorbe le choc comme toujours. Ils s'attendaient à ce que je me rasseye, que j'avale ma douleur et que je demande à Ryan de bien vouloir me passer la salade. Mon absence totale de combat les déconcertait. Mon obéissance était la colle sur laquelle ils comptaient, et je venais de lâcher prise. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Ce n'était pas un dîner, ai-je dit au couloir vide. Je savais qu'ils pouvaient m'entendre. C'était un message, et je l'ai compris. J'ai ouvert la porte. L'air glacial de la nuit m'a frappé au visage. Ça m'a paru propre. Ça m'a paru réel. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement, fermement. Je suis allé à ma voiture. Je suis monté dedans. Je suis resté assise là pendant 1 minute, mes clés à la main. Tout mon corps tremblait. Mais ce n'était pas à cause du froid. C'était à cause du choc. Puis, à travers la porte fermée depuis l'intérieur de la maison, je l'ai entendu, le rire. Ça a recommencé. C'était étouffé, mais c'était indubitable. D'abord Ryan, puis mon père. Il riait à nouveau. Il riait probablement de ma réplique de départ. Riant de mon mélodrame. J'ai tourné la clé. Le moteur a démarré. J'ai reculé de leur allée, mes lasagnes et mon pain à l'ail toujours dans leur cuisine. Je suis rentré chez moi et je n'ai pas pleuré. C'était la dernière nuit où j'ai essayé de leur appartenir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui traversait mes stores. Mon appartement était calme. Je suis resté allongé dans mon lit pendant longtemps, à regarder le plafond. Je me sentais vidé. J'ai vérifié mon téléphone. Il était posé sur ma table de chevet, sombre et silencieux. Pas de nouveaux messages. Pas d'appel manqué. Pas de Victoria, je suis tellement désolé. Pas de Ryan est allé trop loin. Pas de ça va? Rien. Je me suis levé. J'ai fait du café. Le silence dans ma petite cuisine était lourd. Pendant toute ma vie, une dispute avec ma famille était suivie d'un silence terrible et angoissant, un silence où j'attendais, l'estomac noué, qu'il me pardonne. Je ferai les 100 pas. Je répéterai mes excuses. Je serai celle qui appellerait et dirait, je suis désolé d'avoir été contrarié. Je serai celle qui réparerait ce qu'ils avaient cassé. Mais cette fois, je n'étais pas anxieuse. Je n'attendais pas d'excuses. J'écoutais juste. Et le silence de leur côté était une réponse. C'était une confirmation forte et claire de tout ce qui avait été dit. Ce n'était pas une blague. Je n'étais pas de la famille. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient soulagés. Le problème s'était supprimé. Je suis allé au travail. J'ai assisté à des réunions. J'ai répondu à des emails. J'ai bu mon café. Je suis allé à la salle de sport. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner. Toujours rien. Le 2e jour était le même. Silence. Le 3e jour, silence. Au 4e jour, le vide commençait à s'estomper. Il était remplacé par autre chose, quelque chose de froid, dur et clair. J'avais l'impression que ma vision était plus nette. Le monde semblait plus lumineux. J'avais vécu dans un brouillard d'espoir et d'obligation, et il était finalement en train de se dissiper. Je n'attendais plus d'appel. Je savais qu'il n'en viendrait pas. Puis, le 4e après-midi, mon téléphone a vibré. Il était sur mon bureau. Je l'ai regardé. Un message texte. L'expéditeur, Ryan.
Mon cœur n'a pas bondi d'espoir. Il ne s'est pas effondré d'effroi. Il a juste donné un petit coup dur. C'est, ai-je pensé, ça? C'est la partie où il a besoin de quelque chose. J'ai pris le téléphone. J'ai ouvert le message. Il disait, question bizarre. Est-ce que ta banque a bloqué le virement? Le versement du prêt n'a pas été effectué. J'ai lu le texte 3 fois. Question bizarre. Il commençait par question bizarre, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas fait exploser toute notre relation il y a 4 jours. Est-ce que ta banque a bloqué le virement? Il blâmait ma banque. Il ne demandait pas, est-ce que tu as annulé le virement automatique que tu fais pour le prêt de mon entreprise depuis 2 ans? Il demandait si ma banque avait fait une erreur. Le sentiment d'avoir droit à quelque chose était époustouflant. Il croyait, même après tout, que j'étais juste le guichet automatique de la famille. Il supposait que l'argent coulerait quoi qu'il arrive. Pas de salut, Vic. Pas de ça va? Pas de écoute, à propos de dimanche. Juste de l'argent. J'ai regardé ces mots. Le versement du prêt n'a pas été effectué. Le prêt dont il parlait était l'une de ses brillantes idées d'affaires, une ligne de crédit que j'avais co-signée pour lui il y a 2 ans parce qu'il ne pouvait pas l'obtenir seul. Il a juré que ce n'était qu'une formalité. Il a juré qu'il ferait chaque versement. Pendant 6 mois, il l'a fait. Puis il a oublié. Alors j'ai commencé à faire les versements. J'ai mis en place un virement automatique de mon compte d'épargne vers le sien pour $500 le premier de chaque mois pendant 18 mois. Je venais de le payer parce que c'était plus facile que de se battre, parce que cela protégeait mon crédit qu'il avait lié à son navire en train de couler, et parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille. Après avoir quitté leur maison dimanche, j'étais rentré chez moi. Je me suis assise à mon ordinateur, et j'ai annulé le virement automatique. Je suis resté assise là, à regarder son texto. J'ai réfléchi à toutes les choses que je pouvais dire. Je pouvais lui envoyer un long paragraphe de colère détaillant chaque fois qu'il m'avait blessé. Je pouvais énumérer chaque dollar que je lui avais jamais donné. Je pouvais exiger des excuses, mais j'ai réalisé que ce serait un gaspillage d'énergie. Il ne l'entendrait pas. Il ne verrait qu'une Victoria en colère qui refait une scène. Il comprenait un langage simple et direct. C'est lui qui me l'avait appris. Alors, j'ai tapé une réponse. C'était très court, moi, pas la famille, pas financé. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé l'accusé de réception s'afficher sous mon message. Puis, je suis allé à ses informations de contact. J'ai appuyé sur le bouton de blocage. J'ai bloqué son numéro. Ensuite, je suis allé à mon email. J'ai bloqué son adresse email. Je suis allé sur les réseaux sociaux. Je l'ai bloqué là aussi. Je l'ai chirurgicalement retiré de ma vie numérique. Je pensais que mes mains trembleraient. Je pensais que je pleurais de rage ou de soulagement. Elles n'ont pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ressenti un clic profond et silencieux, comme une serrure qui se met en place. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais juste clair. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner ma place à leur table. J'avais payé pour mes propres abus. J'étais le distributeur automatique familial, le punching ball familial, et le fantôme familial, tout en un. Et je venais de démissionner. Cette nuit-là, après avoir bloqué Ryan, je n'ai pas pu dormir. La clarté que je ressentais était trop vive. C'était comme si un projecteur avait été allumé dans une pièce sombre et désordonnée. Et maintenant, je devais tout voir. Il ne suffisait pas de me sentir utilisé. J'avais besoin de savoir. Je suis sorti du lit. Il était 2 heures du matin. Je suis allé au petit classeur dans mon placard. Sur l'étagère du bas se trouvait une pile de vieux relevés bancaires encore dans leurs enveloppes en papier. Je n'étais jamais passé au dématérialisé sur mon principal compte d'épargne. Une partie de moi aimait avoir une trace physique. Je les ai tous sortis. J'ai pris un bloc-notes, un stylo et un surligneur jaune. Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé une tasse de thé, et j'ai étalé les relevés sur ma table à manger. J'ai commencé il y a 3 ans. Le premier virement à Ryan était petit, $200. La ligne de mémo disait simplement « Aide ». Je me souvenais qu'il m'avait appelé, affolé. Son électricité allait être coupée.
Il était tellement embarrassé et me rembourserait vendredi. Il ne l'a jamais fait. Je l'ai surligné. Ligne jaune. J'ai continué. J'ai feuilleté les mois. Un mois plus tard, $800. Mémo, réparation de voiture. Je m'en souvenais aussi. Il a dit qu'il ne pouvait pas aller au travail. Je venais de recevoir mon remboursement d'impôt. Je l'ai envoyé. Je l'ai surligné. Ligne jaune. J'ai continué à tourner les pages, à parcourir les années. Les montants ont augmenté. Les raisons sont devenues plus vagues. Problème de fournisseur avec $500. Paie, $2000. Urgence, $1000. Ligne jaune. Ligne jaune. Ligne jaune. Chaque virement surligné était une petite douleur vive. C'était un souvenir. Je me souvenais où j'étais quand j'ai envoyé cet argent. Quand je lui ai envoyé les $500 pour son fournisseur, j'avais annulé mon propre rendez-vous chez le dentiste pour un traitement de canal. Je me suis dit que je pouvais attendre. Quand j'ai envoyé les $2000 pour la paie, je mangeais des nouilles ramen pour le dîner parce que mon propre chèque de paie était étiré. Quand je lui ai envoyé de l'argent pour la réparation de sa voiture, je prenais le bus pour aller au travail parce que mes propres pneus étaient lisses et j'essayais de les faire durer encore un mois. Je m'étais enflammé pour le garder au chaud, et il avait utilisé cette chaleur pour se moquer de moi. J'ai trouvé le prêt co-signé, et mes paiements automatiques, $500, $500, $500 mois après mois, 18 mois de paiement. Cela représentait à lui seul $9000. J'ai continué jusqu'au bout. J'ai trouvé des virements à ma mère, courses, $300, facture d'électricité, $250. J'ai même trouvé des virements à mon père, $1000, pour ce qu'il appelait un investissement à court terme qu'il voulait faire sans que maman s'inquiète. Il me rembourserait avec intérêt. Il n'en a plus jamais parlé. Les lignes jaunes couvraient les pages. Elles ressemblaient à des cicatrices. Elles brillaient sous la lumière de la lampe. J'ai ouvert l'application calculatrice sur mon téléphone. J'ai commencé au début. J'ai tapé chaque numéro, 2 cents, 8 cents, 1005 cents, 2000, 1000, 9000, 3 cents, 250, 1000, et tous les petits montants entre les deux. $50 par-ci, $100 par-là. Argent pour l'essence, dîner. J'ai appuyé sur le bouton égal. J'ai regardé le numéro sur l'écran. $20 450. Je leur avais donné plus de $20 000. J'ai pensé que j'allais être malade. J'ai pensé que j'allais vomir là, sur le sol de la cuisine. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé ce nombre, et j'ai regardé les relevés surlignés. C'était ma preuve. C'était le reçu de mon amour. J'avais payé pour chaque rire. J'avais payé pour chaque dîner. J'avais payé pour le privilège d'être ignoré. J'avais financé l'entreprise dont Ryan se vantait pendant que j'étais assise à table en silence. J'avais payé pour le bois et les chaises sur lesquelles ils étaient assis pendant qu'ils se moquaient de moi. Chaque virement était une preuve. Chaque dollar était un maillon de la chaîne qu'ils avaient enroulé autour de moi. J'ai surligné le numéro final sur mon bloc-notes. J'ai dessiné un carré autour. Puis je l'ai chuchoté à la pièce vide, $20 000. Je me suis rassise sur ma chaise. Le thé dans ma tasse était froid. Ce n'était pas une famille. C'était du vol à long terme. J'ai regardé la pile de papier, la trace écrite de ma propre trahison, et j'ai chuchoté autre chose, c'est fini maintenant. Je n'étais plus une victime. J'étais une créancière. Et ils étaient, tous, endettés envers moi. Le message texte que j'ai envoyé à Ryan était une déclaration de guerre. Je le savais. Ma famille, les Hale, ne supportaient pas qu'on leur dise non. Ils ne supportaient pas les conséquences. Leur monde entier était bâti sur l'idée que j'absorberais toujours les dégâts. J'étais l'amortisseur familial, et je venais de me rendre rigide. J'avais bloqué Ryan. Je n'avais pas bloqué mon père, Charles, ou ma mère, Margaret. Pas encore. Je gardais ça pour plus tard. Je voulais entendre ce qu'ils allaient dire. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours après avoir bloqué Ryan, le nom de mon père a clignoté sur mon téléphone. J'ai laissé sonner. Ça a sonné et puis s'est arrêté. 1 minute plus tard, ça a sonné de nouveau. J'ai laissé sonner. Il a fait ça 4 fois.
Ce n'était pas un homme qui aimait être ignoré. Puis plus rien. Silence pour le reste de la journée. C'était leur tactique. Ryan était le chien d'attaque. Mon père était l'autorité. Et ma mère était la pacificatrice, celle qui m'appellerait et pleurerait et me demanderait pourquoi je lui faisais ça. C'était une machine bien huilée. Ce soir-là, la véritable attaque est arrivée. C'était juste après 19 heures. J'étais dans ma cuisine en train de faire bouillir de l'eau pour les pâtes. J'étais fatigué. La semaine avait été longue. L'adrénaline de ma nouvelle clarté s'estompait. Et à sa place, il y avait juste un épuisement profond et lourd. C'est alors que j'ai entendu la voiture, un moteur lourd, un SUV, celui que conduisait mon père. Il s'est garé sur le parking de mon appartement, et il s'est garé trop vite. Les portes ont claqué. 2 d'entre elles. Mon cœur n'a pas battu la chamade. Il s'est juste enfoncé. Ça y est. J'ai éteint la cuisinière. Je suis allé de ma cuisine à mon petit salon. Je me suis tenu au centre de la pièce, à écouter. Des pas lourds dans les escaliers menant à mon appartement au 2e étage. Ils montaient vite. Puis les coups ont commencé. Ce n'étaient pas des coups polis. C'étaient des coups. Boum. 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 Un son dur, officiel, en colère. Victoria, la voix de mon père. Elle était étouffée par la porte, mais elle était claire. Il aboyait mon nom. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là à attendre. Boum. 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 Victoria, ouvre cette porte tout de suite. On sait que tu es là. Je suis allé silencieusement à la porte. J'ai regardé à travers le Judas. C'était eux. Mon père, Charles, se tenait juste devant, son visage rouge et tendu. Ses épaules étaient rigides dans son manteau de laine coûteux. Il ressemblait à un homme sur le point de saisir une maison. Derrière lui, faisant les 100 pas dans le couloir étroit, il y avait Ryan. Il avait l'air terrible. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait besoin de se raser. Il avait l'air paniqué. C'était lui qui était en vraie difficulté. Mon père était juste en colère. Ryan avait peur. Ouvre la porte, Victoria a crié mon père de nouveau. Il a frappé, faisant trembler le cadre. C'est ridicule. J'ai entendu Ryan cracher. Sa voix était plus aiguë, plus frénétique. Ouvre juste la porte, Vic. On a besoin de parler. Tu ne peux pas juste faire ça. Faire quoi? J'ai pensé. Arrêtez de vous payer? Je suis resté parfaitement immobile. J'ai gardé mon œil au Judas. Je les ai regardés. Mon père a essayé la poignée de porte. Elle était verrouillée. Il l'a secouée fort comme s'il pouvait la forcer à s'ouvrir avec sa colère. Je ne joue pas à ce jeu, Victoria, a-t-il crié. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as touché à l'entreprise de ton frère. Tu dois réparer ça. Voilà. Je n'avais pas à m'excuser. Je n'avais pas à parler. Je devais réparer ça. Mon seul rôle à leurs yeux était d'être la réparatrice. Le distributeur automatique. Dis-lui juste que tu es désolé, Ryan, a grogné mon père, se tournant vers lui. Je ne m'excuse pas. C'est elle qui vient de Ryan s'est approché de la porte. Il a essayé de rendre sa voix agréable. C'était le son le plus faux que j'ai jamais entendu. Vic, allez. Je suis désolé, d'accord? Je plaisantais juste au dîner. C'était une blague. Tu sais que je ne le pensais pas. Maintenant ouvre la porte. Tu es enfantine. Une non-excuse enveloppée d'une insulte. Classique Ryan. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Cela a rendu mon père encore plus en colère. La performance d'être gentil était terminée. Il a frappé la porte de nouveau avec tout son poing. Victoria Hill, ouvre cette porte. J'ai entendu la porte d'un voisin s'ouvrir au bout du couloir. Quelqu'un regardait. Charles, arrête, a dit Ryan, sa voix tombant à un chuchotement paniqué. Les gens regardent. Je m'en fiche, a sifflé mon père, mais il a arrêté de frapper. Il s'est penché près de la porte. Tu as jusqu'à demain, a-t-il chuchoté, sa voix basse et menaçante. Tu remets ce paiement en marche. Tu appelles ton frère.
Tu répares ça. Ou quoi? Dieu, tu vas découvrir ce que c'est de ne pas avoir de famille. Tu penses que tu es indépendante. Tu n'es rien sans nous. La menace finale. Celle qu'il brandissait au-dessus de ma tête toute ma vie. Nous allons t'abandonner. La blague était qu'il l'avait déjà fait. Il m'avait abandonné il y a des années. J'étais juste la dernière à m'en rendre compte. Je les ai regardés. Ryan tirait sur le bras de mon père. Allons-y. Elle n'ouvre pas. Allons-y. Mon père a regardé ma porte pendant une longue et dure seconde. Il avait l'air de vouloir la défoncer. Puis il s'est tourné brusquement et en colère et est parti en trombe. Ryan a suivi comme un chien battu. J'ai écouté leurs pieds lourds descendre les escaliers. J'ai entendu la porte du SUV claquer. J'ai entendu le moteur rugir, et les pneus crisser alors qu'ils quittaient le parking en trombe. Puis le silence. Le silence est resté. Il était lourd. Il était parfait. Je suis retourné à ma cuisine. Mes mains tremblaient, juste un peu. L'ancienne peur était toujours là, un fantôme dans mes veines, mais je n'étais pas en panique. Je ne pleurais pas. J'ai ramassé ma tasse de thé. Je l'avais préparé juste avant qu'il n'arrive. Il était encore chaud. J'en ai pris une gorgée. Je me suis tenu dans mon appartement silencieux, et j'ai compris quelque chose. Le silence est un miroir. Toute ma vie, j'avais rempli le silence. Quand ils étaient en colère, je parlais, je m'excusais et j'apaisais. Je remplissais le silence de mes mots, de mon argent, de mes efforts. J'étais terrifié par leur silence parce que cela signifiait qu'ils étaient mécontents. Mais maintenant, c'était moi qui étais silencieuse, et ils devaient se regarder dedans. Ils avaient frappé à ma porte, et tout ce qu'ils ont vu refléter était leur propre rage laide, désespérée et prétentieuse. Ils n'avaient aucun pouvoir sur moi. Mon silence leur montrait exactement qui ils étaient quand ils ne pouvaient plus m'utiliser. Et ils n'étaient rien. Après la nuit où ils ont frappé à ma porte, le silence a été différent. Ce n'était pas un silence tendu, d'attente. C'était un silence posé, profond. J'avais fait mon geste. Ils avaient fait le leur. Ils m'avaient menacé, et j'étais toujours là. Je suis allé à mon téléphone. J'ai vu la liste des appels manqués de mon père. J'ai bloqué son numéro. Puis je suis allé au contact de ma mère. Je l'ai regardé pendant longtemps. Elle n'avait pas appelé. Elle n'avait pas envoyé de texto. Elle était la pacificatrice, mais elle ne faisait que la paix qui profitait à mon père et à mon frère. Elle ne m'a jamais protégé une seule fois. C'était une lâche. J'ai bloqué son numéro aussi. Maintenant, mon téléphone était vraiment silencieux. C'était un sentiment étrange. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas lié numériquement à eux. Personne ne pouvait m'envoyer de texto en cas d'urgence. Personne ne pouvait m'appeler pour exiger quelque chose. Je pensais que je me sentirais seul. Je me sentais libre. 3 jours se sont écoulés. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. J'ai commencé à cuisiner les pâtes que j'avais prévu de faire. La vie continuait. Puis l'enveloppe est arrivée. J'ai vérifié mon courrier, et elle était là, coincée entre une offre de carte de crédit et une facture de service public. C'était une simple enveloppe blanche de format commercial. Mon nom, Victoria, était écrit sur le devant de l'enveloppe de l'écriture de mon père. Son écriture carrée et impatiente. Pas de nom de famille, pas d'adresse de retour. Je l'ai tenue. Elle semblait épaisse, trop épaisse pour être une lettre. Mon estomac a fait un petit soubresaut nerveux. Était-ce des excuses? Était-ce une lettre finale et haineuse me disant que j'étais désavoué? Je suis rentré. Je me suis assise à ma petite table de cuisine. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une pile d'argent liquide. Des billets de $20. Je les ai sortis et comptés. $400. Il n'y avait pas de notes. Pas de carte. Pas d'explication. Juste $400 en espèces. Je l'ai regardé fixement. J'ai ri. C'était un vrai rire, mais il était triste. $400. C'était leur prochaine action. Après que les cris et les coups et les menaces aient échoué, ils étaient passés à la corruption, mais c'était une corruption tellement insultante. Je leur avais donné plus de $20 000.
Je payais un prêt de $500 par mois pour Ryan, et il pensait que $400 suffirait à réparer ça. Ce n'était pas un remboursement. C'était un paiement de silence. C'était une tape sur la tête. C'était, voici un peu d'argent de poche, petite fille. Va t'acheter quelque chose de bien et remets l'argent réel en marche. Cela m'a montré avec des détails parfaits et clairs à quel point il pensait peu de moi. Il pensait que j'étais un chien qui pouvait être acheté avec une friandise bon marché. Il pensait que mon amour, ma douleur et ma loyauté avaient un prix. Et ce prix était de $400. Je suis resté assise là pendant longtemps, juste à regarder les billets froissés. J'ai pensé à toutes les choses que je pouvais faire avec $400. Ce n'était pas une petite somme d'argent pour moi. C'était mon paiement de voiture. C'était 2 semaines de course. Cela pourrait réparer les pneus lisses que je n'avais toujours pas remplacés. J'ai ramassé la pile de billets. J'ai ramassé l'enveloppe dans laquelle ils étaient arrivés. Je suis allé à ma poubelle de cuisine. J'ai soulevé le couvercle, et j'ai laissé tomber l'argent à l'intérieur. Il est tombé sur une pile de marques de café et de coquilles d'œufs. J'ai laissé le couvercle retomber. Le son qu'il a fait était doux. C'était plus doux que le pardon, mais c'était plus propre. Je n'ai rien ressenti. Aucun regret. Cet argent n'était pas à moi. C'était un piège. C'était une chaîne. Et j'en avais fini avec les chaînes. Ce soir-là, comme s'il le savait, mon téléphone a sonné. Un nouveau numéro, un appelant inconnu. Je savais qui c'était. J'ai répondu, bonjour. Une seconde de silence. Puis la voix de mon père. Il était à son bureau où utilisait le téléphone d'un ami. Il sonnait différemment, pas en train de crier. Il essayait de paraître raisonnable. Désespéré. Victoria, a-t-il dit rapidement, sa voix tendue. Tu as reçu l'enveloppe? Oui, ai-je dit. Bien, bien. Il s'est raclé la gorge. Écoute, le paiement du prêt a échoué. Je sais que tu le sais, mais c'est le bazar, Victoria. C'est un vrai bazar. Les frais de retard, les problèmes de fournisseurs. Ryan est dépassé. Ce n'est pas une blague. Il suppliait. Il essayait de faire de moi l'adulte. Il essayait de me faire sentir coupable. Ce n'est pas comme si on t'utilisait, Victoria. Il a dit cette phrase. Il l'avait dit à ma porte, et il la disait de nouveau. Ce n'est pas comme si on t'utilisait. Il essayait de se convaincre lui-même. Il essayait de réécrire l'histoire juste devant moi. Il disait, ce que nous avons fait n'était pas utilisé. C'était juste la famille. J'ai ri. C'était un son unique, court et sec. Sa voix a changé. Le désespoir s'est retransformé en colère. Quoi? Qu'est-ce qui est si drôle? C'est sérieux. C'est le gagne-pain de ton frère. Mon gagne-pain, ai-je demandé. Qu'en est-il de mon gagne-pain? Qu'en est-il de l'argent que j'ai gagné? Des vacances que je n'ai pas prises. Des choses dont je me suis privé pour qu'il puisse avoir une entreprise. C'est différent, a-t-il rétorqué. C'est la famille. Tu es de la famille. Tu es égoïste. Égoïste, ai-je répété. Le mot était étrange. Oui, je suppose que je le suis. Ce n'est pas une blague, Victoria. Je te le dis. Tu dois réparer ça. Non, ai-je dit. Il y a eu un silence de mort au bout du fil. Je ne lui avais jamais dit non de toute ma vie. Pas à propos de quoi que ce soit d'important. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je ne vais pas réparer ça. Je ne vais pas envoyer d'argent. Je ne vais pas appeler Ryan. J'en ai fini. Tu l'as dit toi-même, papa. Je ne fais pas partie de la famille. Je pouvais l'entendre respirer. C'était rapide et superficiel. Il perdait le contrôle. Tu as dit, ai-je continué, ma voix calme et basse, que ce n'était pas comme si vous m'aviez utilisé. Nous ne l'avons pas fait, a-t-il crié. C'est le problème, ai-je dit doucement. Vous n'avez jamais pensé que vous l'aviez fait. Vous croyez vraiment que vous n'avez rien fait de mal. Vous avez pris et vous vous êtes moqué de moi, et vous avez pensé que c'était votre droit. Vous avez pensé que c'était mon travail. Espèce d'ingrate, il a commencé. J'ai raccroché.
J'ai appuyé sur le bouton rouge de fin d'appel alors qu'il était en plein milieu d'une insulte. Je l'ai coupé. Je me suis assise dans ma cuisine dans le silence. L'argent était dans la poubelle. L'appel final était terminé. J'étais une orpheline, et je ne m'étais jamais sentie aussi en sécurité. La semaine suivante a été la plus étrange de ma vie. J'étais libre, mais je me sentais inachevé. Je les avais bloqués, mais ils étaient toujours là, tenant leur version de l'histoire. Dans leur version, j'étais la méchante. J'étais la fille ingrate et égoïste qui les avait abandonnés dans leur moment de besoin. Ma mère raconterait cette histoire à ses amis. Mon père la raconterait aux siens. Ryan la raconterait à tous ceux qui voudraient l'écouter. J'étais la méchante, et ce n'était pas correct. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de la vérité. J'avais la trace écrite. J'avais les $20 000 de preuves. Ils devaient l'avoir, pas pour les faire me rembourser. Je savais que cet argent était parti. Ils devaient l'avoir pour qu'ils ne puissent jamais dire qu'ils ne savaient pas. Ce vendredi, je suis allé dans un magasin de fournitures de bureau. J'ai acheté un classeur de 5 cm, une boîte de pochettes de protection en plastique, un stylo rouge et un paquet de rubans pour étiqueteuse. Je suis rentré chez moi. J'ai fait un café, et j'ai commencé le projet. J'ai sorti tous mes relevés bancaires du meuble. Je les ai étalés, des années de ma vie, sur le sol de mon salon. Je ne me suis pas contenté de les surligner cette fois. J'ai pris le stylo rouge. Pour chaque virement à Ryan ou à mes parents, je l'ai encerclé. J'ai écrit la date, le montant et la raison qu'ils m'avaient donnée. $800. Réparation de voiture. 1500 $. Fournisseur. $2000. Paie. J'ai imprimé le contrat de prêt que j'avais co-signé. J'ai surligné ma signature. Ensuite, j'ai imprimé les relevés bancaires montrant les 18 paiements de $500 que j'avais effectués. J'ai mis chacun d'eux dans sa propre pochette en plastique transparent. J'ai dactylographié une seule feuille de papier. C'était une liste simple, claire et dévastatrice. Date, montant, destinataire, raison invoquée. En bas, j'ai écrit le total, $2450. J'ai mis cette feuille récapitulative dans le tout premier protège-page. J'ai imprimé une étiquette. J'ai tapé 2 mots, coup de papier. J'ai choisi ce nom avec beaucoup de soin. C'est ce qu'il m'avait fait. Ce n'était pas une grande coupure nette. C'était un millier de petits coups de papier chaque jour pendant 20 ans. Aucun n'était suffisant pour me faire partir, mais ensemble, ils m'avaient saigné à blanc. J'ai mis toutes les pages dans l'ordre chronologique dans le classeur. Il était lourd. C'était une accumulation physique et lourde de preuves. Sur la couverture intérieure, j'ai scotché une seule fiche. Dessus, j'ai écrit une phrase, celle de mon plan, voilà qui j'ai été. Demandez-vous qui vous avez été. Ce n'était pas une accusation. C'était un miroir, le même miroir que mon silence. J'avais fini de leur dire qui ils étaient. J'allais simplement leur montrer et les laisser vivre avec. Le lendemain matin, j'ai emmené le classeur au bureau de poste. Je l'ai mis dans une boîte. J'ai payé pour un envoi recommandé afin d'obtenir un reçu quand l'un d'eux le signerait. Je n'ai pas mis d'adresse de retour. J'ai regardé l'employé faire glisser la boîte sur le tapis roulant. J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. C'était fait. C'était la vérité. C'était dans le courrier. Je suis rentré chez moi en espérant ressentir une paix finale et parfaite. Au lieu de cela, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, un numéro local que je ne reconnaissais pas. J'en avais assez des numéros inconnus, mais j'ai quand même répondu. Bonjour, est-ce mademoiselle Victoria Hay? La voix était celle d'une femme. Elle était professionnelle, directe et entièrement concentrée sur les affaires. Oui, c'est bien elle. Monsieur Hay. Je m'appelle Madame Porter. Je suis avocate auprès de la division de la fraude interne de la banque. Mon estomac n'a pas seulement chuté. Il s'est évaporé. Fraude? Mon esprit s'est emballé. Ai-je fait quelque chose de mal en annulant le paiement? Étais-je en difficulté? La vieille panique, la panique de la bonne fille, a surgi en moi. Je suis désolé. De quoi s'agit-il? Veuillez ne pas vous alarmer, a-t-elle dit, mais sa voix était alarmante.
Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'un compte lié à votre nom. Nous menons une enquête sur votre frère, Ryan Hay. Je me suis assise. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Mon frère, oui. Une autre division de la banque enquête sur son entreprise depuis plusieurs mois pour escroquerie au chèque. Lors de notre audit interne, nous avons extrait tous les comptes qui lui sont associés. Nous avons trouvé une ligne de crédit commercial de $10 000, qui a été contractée il y a 18 mois. Vous êtes désigné comme caution personnelle. Mon esprit était vide. J'ai co-signé un prêt, celui pour lequel j'effectuais des paiements. Nous sommes au courant de ce prêt, mademoiselle Hay. Celui-ci est malheureusement parfaitement légal. Il s'agit d'un prêt différent. Un prêt distinct de $10 000. Je ne pouvais plus respirer. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais signé pour ça. C'est ce que nous pensions, a dit Madame Porter, sa voix sévère. Nous avons extrait le document original. La signature sur la page de garantie est la vôtre. Où elle est censée l'être, mais elle ne correspond pas à la signature enregistrée auprès de votre compte bancaire ou de votre permis de conduire. C'est un très bon faux, mais c'est un faux. Je tenais le téléphone si fort que ma main me faisait mal. Il avait falsifié ma signature. Il avait commis un crime. Il avait volé mon identité pour obtenir $10 000. Et je ne l'avais jamais su tout ce temps. J'étais encore en colère à propos des $20 000 que je lui avais donnés. Je n'ai même jamais su qu'il avait volé $10 000. J'ai attendu la vague d'hystérie. J'ai attendu les larmes, les cris, la rage. Elle n'est pas venue. Mon estomac, qui s'était évaporé, est lentement revenu. Il n'a pas chuté. Il s'est posé. Il s'est stabilisé. C'était la dernière pièce du puzzle. Bien sûr, il l'avait fait. Bien sûr, il le ferait. Ce n'était pas un drame familial. Il ne s'agissait pas de blessures émotionnelles ou de réunions de famille. C'était un crime. Il me volait de petites manières polies depuis des années. Pourquoi ne passerait-il pas à un crime? Je n'étais pas surprise. C'était la réalisation la plus terrible et la plus puissante de toutes, je n'étais pas surprise que mon frère soit un criminel. Mademoiselle Hay, êtes-vous toujours là? Oui, ai-je dit. Ma voix était basse. Elle était stable. Oui, je suis là. Que se passe-t-il maintenant? Nous l'avons déjà signalé aux autorités, a dit Madame Porter. La banque le poursuivra directement pour fraude. Nous avions besoin que vous confirmiez que vous n'avez pas, en fait, signé ce document. Votre confirmation est la dernière étape. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas responsable de ce prêt. La banque prend des mesures pour recouvrer ses fonds auprès de lui. Merci, Madame Porter. J'ai dit, encore une chose, a-t-elle dit. A-t-il accès à vos informations personnelles, votre numéro de sécurité sociale? Il le connaît. J'ai dit, c'est mon anniversaire, avec seulement 2 chiffres inversés, il le connaît. Je vous suggère de bloquer votre crédit immédiatement. Et Madame Hay? Oui. Vous devriez engager un avocat. Un avocat personnel. Cela risque de devenir très, très compliqué. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis assise dans le calme de mon salon. Le classeur, coup de papier, était en route vers leur maison, un classeur qui était déjà dépassé. La ligne n'avait pas seulement été franchie. Ryan y avait mis le feu. J'ai engagé Madame Porter pour ma propre protection juridique le même après-midi. Je lui ai versé des honoraires de consultation avec le reste de mes véritables économies, l'argent que j'essayais de reconstituer. Cela valait chaque centime. Elle n'était pas une avocate de la famille. Elle était une avocate spécialisée dans les crimes financiers. Elle était exactement ce dont j'avais besoin. Ils ne vous contacteront plus, m'a-t-elle dit au téléphone. Sa voix était comme de l'acier. J'envoie une lettre de cessation et d'abstention à l'adresse de vos parents, adressée à tous les 3, Charles, Margaret et Ryan. Elle exigera qu'il n'y ait plus de contact d'aucune sorte, pas d'appel, pas de SMS, pas de courriel, pas de visite à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Toute tentative de vous contacter sera considérée comme du harcèlement, et nous déposerons une ordonnance restrictive. Et la banque? Ai-je demandé. La banque est une entité distincte, mais cette lettre les mettra au courant. Ils savent que vous êtes ma cliente,
et ils savent que nous coopérons à l'enquête de la banque sur la fraude. Ils seront silencieux. Ils ont de graves problèmes juridiques. Une semaine s'est écoulée. Le classeur, coup de papier, serait arrivé. La lettre de cessation et d'abstention serait arrivée. J'ai imaginé l'explosion dans cette maison, le classeur rempli de ma trahison suivi d'une menace juridique. Je n'ai pas eu à imaginer longtemps. Mon courriel était ouvert sur mon ordinateur. Un nouveau message est apparu. Il venait de Ryan. Il avait été bloqué sur mon téléphone, mais j'avais oublié le courriel. Mon cœur battait la chamade. L'objet du courriel n'était qu'un seul mot, toi. J'ai cliqué dessus. Le courriel était court. Il n'était pas écrit par un homme qui était désolé. Il était écrit par un animal piégé dans un coin. Tu penses que tu es meilleur que nous? Tu penses que tu peux envoyer un avocat à ta propre famille après tout ce qu'on a fait pour toi? Ingrate juron. Tu essaies de nous ruiner. Tu essaies de me ruiner. Tu n'es rien sans cette famille. Tu n'as personne. Tu es toute seule, et tu vas le regretter. Je vais te faire regretter ça. C'était une menace directe. Il y a un an, ce courriel m'aurait détruite. J'aurais été terrifié. Je l'aurais appelé en pleurant, en m'excusant, en lui demandant ce que je pouvais faire pour arranger les choses. J'ai lu la menace, je vais te faire regretter ça. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti de la pitié. Il était si faible. C'était tout ce qui lui restait, les mots d'un tyran sur le terrain de jeu. Il essayait de me faire peur pour que je retourne dans ma boîte. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré le courriel à Madame Porter. J'ai écrit une phrase au-dessus, pour vos dossiers, c'est le harcèlement que vous avez mentionné. Sa réponse est revenue en moins de 5 minutes. C'était 2 mots, reçus. 2 semaines se sont écoulées. J'ai bloqué mon crédit. J'ai changé les serrures de mon appartement. J'ai dit à mon patron au travail que j'avais des problèmes familiaux et que personne ne devait être autorisé à retourner à mon bureau en aucun cas. Je construisais une forteresse. Puis, un mardi, j'ai reçu un SMS de Madame Porter, c'est fait. Ils ont été notifiés. J'ai dû l'appeler. Notifié de quoi? Je pensais que c'était juste la cessation et l'abstention. C'était le cas, a dit Madame Porter, mais ensuite il a envoyé ce courriel. Cette menace a tout changé. Cela prouve qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter, et la poursuite de la banque pour fraude progresse. Ils le poursuivent. Et comme le nom de votre père figure sur l'entreprise en tant que copropriétaire, ils le poursuivent également. Ils sont poursuivis pour la fraude de $10 000 et pour le non-respect de plusieurs autres prêts dont je n'étais même pas au courant. La banque poursuit tout. Où ont-ils été notifiés, ai-je demandé. À l'aéroport, je crois, a-t-elle dit, d'un ton distrait, en regardant un dossier. L'huissier de justice essayait de les trouver depuis une semaine. Il a suivi leurs mouvements. Est-ce que cela a de l'importance? Non, ai-je dit. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'était le cas. J'ai raccroché. Je savais exactement ce qui s'était passé. Aujourd'hui, c'était mardi. Ma tante Kate, la sœur de ma mère, arrivait pour sa visite annuelle. Ils auraient été à l'aéroport pour aller la chercher, et je savais à ce moment-là que je devais le voir. J'avais déjà acheté un billet, pas pour un vol, mais pour le stationnement de l'aéroport. J'avais l'impression que j'étais là. J'étais assise dans le café qui surplombait la récupération des bagages des arrivées nationales. Je portais une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Je buvais un café noir amer, et j'ai tout regardé. Je les ai vus. Mon père, Charles, portant son plus beau blazer, essayant d'avoir l'air important. Mon frère, Ryan, arpentant le carrousel, ayant l'air malade et pâle. Ma mère n'était pas avec eux. Ils faisaient bonne figure pour tante Kate. Un homme en costume bleu marine s'est approché d'eux. Il tenait une épaisse enveloppe blanche. Il a dit quelque chose à mon père. Mon père s'est retourné. L'homme a tendu l'enveloppe. Mon père Charles s'est figé. Il s'est arrêté net, sa main à mi-chemin de sa poche. Il a regardé l'enveloppe. Il a regardé l'homme. J'ai vu l'homme dire son nom, Charles. Mon père a hoché la tête lentement. L'homme lui a remis l'enveloppe. Puis il s'est tourné vers mon frère. Ryan aïe. Ryan a levé les yeux, ses yeux grands ouverts de panique.
L'homme lui a remis une deuxième enveloppe. Mon père a déchiré la sienne. Il a sorti les papiers. J'étais trop loin pour les lire, mais je n'en avais pas besoin. J'ai vu son visage. Il n'est pas devenu rouge. Il est devenu blanc, un blanc pâle, malade, gris. Il a regardé le papier, et ses yeux l'ont parcouru. Et je savais qu'il voyait les mots fraude. Je savais qu'il voyait les montants en dollars. Je savais qu'il voyait mon nom inscrit non pas comme un défendeur, mais comme un témoin contre eux. Mon frère est resté là, son enveloppe à la main comme si c'était une bombe. Il a regardé le sol en faisant semblant que cela ne se produisait pas. Mon père a levé les yeux. Ses yeux remplis de terreur ont parcouru la foule. Il cherchait quelqu'un. Il me cherchait. J'ai retenu mon souffle. Il ne pouvait pas me voir. Il a regardé de nouveau les papiers. Tout son corps semblait rétrécir. Le grand homme puissant qui avait frappé à ma porte, qui m'avait rugi dessus toute ma vie, ressemblait à un vieil homme terrifié. Leur monde, celui construit sur mon silence et mon argent, s'écroulait. Et il s'écroulait en public à la récupération des bagages d'un aéroport avec des étrangers tout autour d'eux. Je me suis levé. J'ai fini mon café. J'ai jeté la tasse à la poubelle. Je suis sorti de l'aéroport. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de voir le visage de tante Kate à son arrivée. Ce n'était pas une vengeance. La vengeance est chaude et colérique. C'était la justice. Elle était froide, et elle était propre. Et elle était enfin terminée. Les mois qui ont suivi n'ont pas été dramatiques. Il n'y a pas eu d'autre confrontation. La poursuite n'était pas une émission de télévision rapide et excitante. C'était une machine lente et broyante. C'était de la paperasse. C'était des dépositions. C'était un effondrement au ralenti que j'ai regardé de très, très loin. J'ai fait ma part. J'ai donné ma déposition aux avocats de la banque. Je me suis assise dans une salle de conférence propre et lumineuse avec Madame Porter à mes côtés. J'ai dit la vérité. J'ai apporté mon classeur, coup de papier, une nouvelle copie que j'avais faite pour moi. Je leur ai fait parcourir les 20 000 $ que j'avais donnés. Ensuite, je leur ai parlé de la falsification de 10 000 $. J'étais calme. J'étais factuel. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement énoncé les faits, puis je suis rentré chez moi, et j'ai laissé la machine faire son travail. Les retombées, quand elles sont arrivées, ont été discrètes mais totales. L'entreprise de Ryan, qui était déjà un château de cartes, s'est complètement effondrée. La banque a saisi ses actifs, qui, il s'est avéré, n'étaient rien. La poursuite pour fraude, cependant, était personnelle. Il a dû se déclarer en faillite. J'ai entendu dire par un cousin éloigné qu'il avait dû vendre sa voiture de luxe et retourner vivre chez mes parents. La vie de mon père a été ruinée. Il était inscrit comme copropriétaire de l'entreprise frauduleuse de Ryan. Son crédit a été détruit. Il était légalement lié à toutes les dettes de Ryan. La banque est venue chercher ses actifs. Ils ont dû vendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Ils ont dû la vendre pour payer aux banques ce que Ryan avait volé. Mon père, le grand homme fier, a été forcé de prendre une retraite anticipée et très pauvre. Le monde de ma mère, celui auquel elle tenait le plus, s'est évaporé, sa vie sociale. Les voisins étaient tous au courant. L'histoire était partout, Léaï, qui pensait être si parfait, était fauché. Leur fils était un criminel. Ils avaient perdu leur maison. Tante Kate, qui était arrivée à l'aéroport pour assister à cette scène, avait tout dit à tout le monde. Les amis de ma mère ont cessé d'appeler. Elle était isolée, piégée dans un petit appartement loué avec 2 hommes en colère et brisés. Et moi? J'allais bien. J'ai obtenu une promotion au travail. J'ai utilisé l'augmentation pour déménager dans un nouvel appartement, un petit appartement lumineux d'une chambre dans une partie de la ville où il n'était jamais allé. J'avais de nouveaux meubles. J'avais de nouveaux amis, des gens qui ne connaissaient pas ma famille. J'avais un nouveau compte d'épargne, que je reconstituais lentement, 50 $ à la fois. Les 20 000 $ étaient partis. J'ai accepté que je ne les récupérerais jamais. C'était le prix de mon éducation. C'était le coût de ma liberté. Et pour cela, c'était une aubaine. Un soir, près d'1 an après l'aéroport, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'avais une nouvelle politique.
Je ne répondais pas aux numéros inconnus, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Un long silence. Je pouvais entendre une respiration calme et tremblante. Puis un murmure, Victoria. Je me suis figé. C'était ma mère. Sa voix était mince. Je ne l'avais pas entendue depuis 1 an. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je sais que je ne devrais pas appeler, a-t-elle murmuré. Elle se cachait probablement dans une salle de bain pour appeler depuis un nouveau téléphone prépayé. Votre avocat. Mais je devais, elle a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas ses pleurs manipulateurs habituels. C'étaient les sanglots faibles d'un cheval de trait complètement vaincu. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Les mots sonnaient rouillés, comme si elle ne les avait pas prononcés depuis des décennies. Je suis désolée, Victoria, pour tout ça. Pour ne pas t'avoir protégée. Voilà, pas, je suis désolée pour ce que nous avons fait, pas, je suis désolée pour ce que ton père et ton frère ont fait. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée. C'était un aveu. C'était la première et la seule chose vraie qu'elle m'ait jamais dite. Elle avouait qu'elle l'avait vu. Elle a vu la violence. Elle a vu l'intimidation. Elle a vu le vol. Elle m'a vu être ridiculisée dans sa propre salle à manger, et elle n'avait rien fait. Elle les avait choisis. Elle avait choisi les agresseurs plutôt que la victime. Elle avait choisi son mari et son fils plutôt que sa fille. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la petite fille que j'avais été, la fille qui courait vers sa mère seulement pour se faire dire « Ne dérange pas ton père » ou « Laisse ton frère la voir ». C'est plus facile. J'ai pensé à la femme à table. Je sais, maman, ai-je dit. Ma voix était douce. Je n'étais pas en colère. Je n'étais rien. J'avais juste fini. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux pardonner un jour, a-t-elle commencé, sa voix se brisant. J'y ai réfléchi. Pardon. C'était un grand mot. Je peux te pardonner d'ici, ai-je dit doucement. Elle n'a pas compris. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-tu venir? Non, ai-je dit, toujours doucement. Cela signifie que je te pardonne d'ici, de ma nouvelle vie. Je n'ai pas à revenir pour te pardonner. Je ne reviens pas. Mais je te pardonne. Je lui pardonnais pour moi, pas pour elle, afin que je puisse abandonner le dernier petit espoir qu'elle soit un jour la mère dont j'avais besoin. Au revoir, maman, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone, et je me suis enfin senti vraiment libre. Quelques semaines plus tard, je faisais défiler les médias sociaux d'un cousin. J'ai vu une photo. C'était la réunion de famille. Ils l'avaient faite. Même après tout ça, ils l'ont quand même faite. La photo a été prise au bord du lac. Ils étaient rassemblés autour d'une table de pique-nique. Ryan était là. Il avait l'air mince et en colère. Mon père était là. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus. Ma mère était là, son bras autour de Ryan, son sourire cassant et faux, ses yeux vides. Ils étaient tous là. Et juste au milieu de la table, au centre de la photo, il y avait une chaise pliante vide. Ils avaient mis une place pour quelqu'un. Ou peut-être qu'ils avaient simplement oublié de la déplacer. Mais elle était là, cet espace vide. Cette chaise a dit tout ce que je n'ai jamais eu à dire. C'était le trou que j'avais laissé. Cela a montré que j'étais censé être là et je ne l'étais pas. Mon absence était maintenant une chose physique et puissante. C'était plus puissant que ma présence avec mes lasagnes et mon sourire forcé ne l'avait jamais été. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il pleuvait à l'extérieur de mon nouvel appartement. Je pouvais l'entendre taper contre la fenêtre. Je suis allé à ma cuisine. J'ai préparé une tasse de thé. Je me suis enveloppé dans une nouvelle couverture douce que j'avais achetée pour moi. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai regardé la pluie tomber contre la vitre. J'ai ressenti la paix. Ce n'était pas une paix forte et joyeuse. Ce n'était pas un défilé de la victoire. Elle n'avait pas besoin d'un public. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. C'était juste calme. Ce n'était pas le calme de la peur. Ce n'était pas le silence de la reddition, d'attendre le prochain coup. C'était calme parce que c'était à moi.